Elle accompagne depuis plus de 20 ans des jeunes vers les meilleures institutions éducatives du monde, mais derrière les dossiers d'excellence, il y a aussi des questions d'identité, de transmission, de racines et de confiance en soi. Comment élever des enfants issus de la diaspora africaine en France sans renoncer à leurs valeurs culturelles tout en leur donnant les clés pour réussir dans un système souvent codifié. Mais avant de plonger dans ce sujet qui est bien riche, jingle! Bonjour et bienvenue dans Sautipédia, le podcast où la diaspora africaine se raconte, se questionne et se célèbre entre expériences vécues et analyses d'experts. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet central pour beaucoup de familles, l'éducation des enfants issus de la diaspora africaine. Comment transmettre une culture, une histoire et des valeurs tout en s'adaptant au contexte français? Quels sont les défis spécifiques rencontrés par les parents africains? Et comment penser l'excellence académique sans sacrifier la construction identitaire? Un épisode à destination des parents, des futurs parents, mais aussi et surtout de toutes celles et ceux qui s'interrogent sur leur propre parcours. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Madame Nathalie Ahanda. Vous êtes fondatrice et directrice de Ahanda Global Education, un service de coaching éducatif personnalisé destiné aux jeunes et aux familles qui aspirent à intégrer l'élite éducative mondiale. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation, professeure à l'université et dans le secondaire, spécialiste de l'emploi, consultante en France et à l'international pour de nombreuses institutions dont les Nations Unies, à Genève au Japon, au Bhoutan ou encore dans les îles Salomon. Vous êtes également autrice du guide des prénoms africains et créatrice d'une méthode éducative innovante, pragmatique et pluriculturelle qui a permis à des centaines de jeunes d'intégrer des institutions académiques prestigieuses en Europe, aux États-Unis et en Asie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Déjà, première question, comment allez-vous? Je vais bien. Je vais bien. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'avais oublié. Exactement. Donc, tous ceux qui nous écoutent également, plein de réussite, plein d'ancrage, puisqu'on parle de racines. Je pense que c'est un élément fondamental, que ce soit dans ses études ou dans son rôle de parent, il faut être ancré. Exactement. Donc, à tous nos auditeurs, une très belle année à vous. Donc, Madame Ahanda, votre parcours et votre travail sont à la croisée de plusieurs enjeux: éducation, excellence, identité, transmission culturelle et projection internationale. Pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous commencions par la question de la transmission. Lorsque l'on est parent issu de la diaspora africaine en France, quels sont, selon vous, les premiers enjeux éducatifs auxquels on est confronté ? Alors, je pense que d'emblée, quand on pense à la question diasporique en tant qu'afro-descendant en France, c'est la question de la couleur. Ouais. Comment je m'inscris dans l'écosystème dans lequel je suis, et également il y a j'appelle toujours ça l'espèce de loyauté. Et la loyauté à qui? La loyauté pourquoi? Moi j'ai grandi ici, j'ai 50 ans aujourd'hui, je suis maman d'une fille qui a 25 ans. Et donc la question de l'identité, moi quand j'étais petite, j'étais toujours la première. D'accord. La première noire à l'école, la première. Donc, quelque part, je m'inscrivais dans un écosystème où je devais trouver mes marques. Mmh. Parce que je suis l'aînée d'une famille de 6 enfants. Et donc, papa intellectuel, maman qui travaillait beaucoup. L'exigence de réussite, on vous la donne à la maison, mais dans un écosystème parental qui est construit où il n'y a pas d'altérité. Tout le monde se ressemblait. Tout le monde avait un doctorat, tout le monde était noir, tous les tontons. Et vous arrivez à l'école et vous découvrez d'autres personnes, y compris d'autres personnes noires, mais des personnes noires qui s'inscrivent dans une dimension culturelle, parce qu'on a toujours l'impression que tous les Noirs sont pareils. Non, moi j'ai découvert les Malinqués, les Soninké, les Congolais, etc. Et aussi, moi, quand j'étais petite, j'ai grandi dans une ville où toutes ces personnes ne venaient pas d'environnement lettré. Okay. Donc, vous venez d'un environnement lettré où l'excellence est la norme, et donc d'autres qui sont, quand t'es noir, on s'amuse, etc. Et donc, il a fallu construire l'image des autres par rapport à moi noir, mais moi noir
intellectuels, de familles intellectuelles. Et donc, la question de la loyauté, loyauté à qui, loyauté pourquoi, elle se pose encore aujourd'hui parce que beaucoup de parents disent « Oui, on est africain », mais africain, ça ne veut rien dire. Ça n'élimine pas la dimension culturelle, religieuse, socio-économique, intellectuelle. Donc, c'est, je pense, une des plus grosses difficultés. Comment je m'inscris dans un écosystème où on est tous renvoyés à une identité qui est souvent médiocre et à laquelle, malheureusement, un certain nombre d'enfants s'inscrivent parce que c'est plus facile de s'identifier aux médiocres parce qu'on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Et cette médiocrité, malheureusement, elle va atteindre, y compris nos parents, malheureusement, qui rentrent dans des logiques, oui, nous, en tant qu'Africains, et quand vous êtes que dans cet écosystème-là, c'est très difficile de réussir et c'est ce qui, pour moi, explique souvent l'échec de beaucoup d'enfants ici. D'accord. Et quand vous parliez de cette médiocrité qui va finir par atteindre les parents, est-ce que vous avez l'impression que ça a eu un impact aussi sur vos parents qui, eux, étaient issus d'un milieu plus lettré ? Alors, moi, mon père était diplomate, donc il travaillait à l'ambassade du Cameroun. Et comme je vous dis, on était dans un écosystème, bien qu'on habitait en banlieue, une banlieue pauvre, mais notre écosystème, mon père, il est venu, il était à Assas, il a fait son doctorat à Assas, et tous les tontons, ils sont tous venus avec une bourse du Cameroun. Ils étaient tous là, comme ça. Donc, on n'a pas eu... il n'y a pas eu de contagion, entre guillemets. Et le risque majeur était à l'école pour nous. Parce que c'est à l'école où on était essentialisé, aussi bien par les Blancs que par les Noirs. J'aimerais savoir comment vous pensez qu'on devrait transmettre des valeurs culturelles africaines à ces enfants tout en tenant compte du contexte français dans lequel les enfants évoluent. Est-ce que vous observez des erreurs fréquentes ou au contraire de bonnes pratiques qui peuvent être inspirantes ? Alors, la première chose, c'est que beaucoup de parents africains ne connaissent pas leur histoire. Ils se limitent à ils se plaignent tout le temps du racisme, tout le temps d'être renvoyés à une image négative d'eux, mais ils ne la connaissent même pas leur histoire. Y compris, alors je ne parle même pas du continent, même leur propre pays. Et souvent, ce qu'on renvoie des origines africaines, c'est souvent ce qui découle de la colonisation. Et on est toujours dans cette espèce d'hyper-simplification de le néocolonialisme, le machin, le ceci, la traite négrière. Je dis, mais toi, t'es Soninké. Est-ce que tu connais l'histoire des Soninké ? Un peuple aussi fier, un peuple aussi fort. Comme je vous ai dit, je suis maman. Et quand je suis devenue maman, un enfant noir, donc avec un papa togolais béninois, moi d'origine camerounaise, donc j'avais dit, parce que moi j'ai toujours une approche très, volontariste de chacune de mes actions, que ce soit amicalement, culturellement. Donc moi je suis très emprunt, j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup la cuisine africaine, pas les versions modernes de la cuisine africaine qui sont extrêmement néfastes pour notre santé. Et j'ai aussi un grand respect pour les spiritualités africaines originelles. Et donc, très tôt, moi, j'ai décidé que j'inscrirais mon enfant dans l'écosystème qui le reconnaît et dans lequel il ne peut qu'évoluer. Un bon enfant africain, c'est un enfant qui sait c'est quoi l'Afrique. Et ce bon enfant africain, quand vous savez qui vous êtes, vous pouvez vous présenter au monde et le monde va respecter cette authenticité. Ce que je conçois, c'est que le monde ne respecte pas ce qui est faux. Et ce qui est faux est instable. Et on le voit avec les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, notamment, l'élément central pour moi, c'est le nom. Le nom, c'est un élément fondamental de nos cultures. Il dit tout de nous. Il dit nos racines, parce qu'à travers le nom, il y a notre antériorité, notamment si vous êtes Soninké, quand vous vous présentez, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup des Soninké aujourd'hui, quand vous vous présentez toute votre lignée. Oui, exactement. Et donc, moi, je voulais premièrement que mon enfant ait un nom africain. Son papa, qui lui a grandi en Afrique, dit... Il n'était pas contre, mais il ne se rendait pas à quel point, moi j'étais admirative qu'il ait un nom africain, qu'il y a encore toute cette tradition que notamment les Camerounais, alors même qu'ils se sont battus pour leur indépendance, avaient perdu. Et donc je pensais que c'était logique, on penserait.
Ah bah je me suis pris une salve de reproches d'Africains. Oui. Ah oui, c'est quoi? Il n'y a pas de nom africain. Les noms africains sont laids. Ton enfant va être discriminé. Ton enfant ceci. J'étais là, je dis, mais c'est pas possible. Comment tu peux te présenter au monde? Je me prénomme Nathalie, mais vous voyez bien que je ne suis pas une Nathalie. Vous voyez bien que je ne suis pas une Nathalie. Je ne suis pas non plus une Fatoumata parce que l'essence africaine qui descendrait, soi-disant, de la traite arabo-musulmane, c'est pas non plus moi. Oui. Donc, dans l'esprit de mes ancêtres, qui je suis. Et je voulais que ma fille ait ça. D'accord. Donc, elle est Yoruba de par son papa. Je voulais qu'elle ait ça. Et donc, quand elle se présente au monde, elle se présente avec tout ça. Oui. Toute cette lignée. Et je pense que ça passe par le nom. Parce que le nom, c'est l'identité. Le nom, c'est la racine. Et le nom vous oblige à vous connaître. D'accord. Parce que chaque fois que vous aurez un nom, les Asiatiques en général, j'ai vécu beaucoup en Asie, comme vous l'avez mentionné, ils ont leur nom. Oui. Regardez ceux qui réussissent en Afrique, les Nigérians, ils ont leur nom. Oui, c'est clair. Et c'est fondamental. Quand on est un Kofi, on ne se comporte pas de la même manière que quand on est un Pierre. Oui. Et puis après, il y a eu toute cette vague d'américanisme. Quand on est un bon Africain, on suit les African Americans. Come on. Je ne vais pas suivre des gens du ghetto qui ont perdu malheureusement l'essence même de ce qu'ils ont et qui sont en échec total. Ouais. Certes, ils sont les plus riches, mais aujourd'hui, même sur le plan éducatif, qui réussit académiquement aux États-Unis chez les Noirs? Ouais. C'est the Nigerian. Et aujourd'hui, il y a dans la littérature académique éducative ce qu'on appelle the Nigerian Parent Factor. Ouais. C'est-à-dire identité, discipline et travail. Et ça, ce sont les bases des cultures africaines. Et je voulais que mon enfant ait ça. Et aujourd'hui, on est face à des parents qui n'ont eux-mêmes pas ça. Oui. Et donc, qui ont du mal à transmettre. Et pour transmettre, il faut travailler. Les parents d'aujourd'hui refusent de faire le travail intellectuel et spirituel qui nécessite d'être un bon parent. Oui. Et du coup, c'est clairement un travail qui doit se faire en amont, donc avant d'avoir l'enfant et tout au long de l'éducation de l'enfant, en fait. Ah bah totalement, c'est un projet, un enfant. Oui. Un enfant, par exemple, dans nos cultures, le nom de l'enfant n'était pas donné tout de suite. Oui. Il montrait son caractère et il pouvait changer dans la vie. Par exemple, si moi j'avais eu des jumeaux, dans ma tradition, je change de nom, etc., etc. Donc, ce que je constate aujourd'hui, et je le vois avec beaucoup de parents, ils sont ce que j'appelle dans une performative identity, une identité performative qui est sur des choses qui ne sont pas, authentiques. Oui. Et donc, ces parents-là, ils échouent parce qu'ils vont me dire, oui, je veux que mon enfant aille à Harvard, et puis c'est à cause du système qui ne réussit pas. Je dis, non, girl. Ton enfant, il ne réussit pas parce que toi-même, tu n'es pas discipliné. Oui. Quel exemple je peux donner à mon enfant de l'excellence si à travers le métier que je fais, que ce soit femme de ménage ou autre, je ne exemplifie pas ça. Oui. On a des personnes dans nos communautés qui sont femmes de ménage, etc. Quand vous les employez chez vous, oui. Ah ben, elles ne savent plus travailler. Alors que quand elles travaillent pour les autres, il faut les voir. Et je pense qu'il y a un problème on n'ose pas avouer, il y a un complexe d'infériorité. Oui, clairement. Il y a un vrai complexe d'infériorité. Vous avez mentionné que j'enseigne aujourd'hui. Et plus j'avance, plus je suis quasiment en larmes devant l'échec total des enfants de la diaspora africaine qui sont nés ici. Oui. Et ils échouent à cause de leurs parents. Oui. Les parents ne vont pas aux réunions de parents-professeurs. Oui. Les parents sont incultes. Oui. Les parents, et pas incultes dans le sens livresque du terme, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un bac+5 pour accompagner des enfants, mais tu as besoin d'avoir de la discipline parentale. J'ai par exemple des parents, parce que je fais aussi beaucoup de bénévolat, dans l'association où je vais, des parents qui laissent leurs enfants jouer jusqu'à 22h. Ouais. J'ai dit, mais alors arrêtez. Oui, mais la vie en France, les enfants de France, j'ai dit, toi, à Bamako, à Abidjan, à Yaoundé, tu laisserais ton enfant à 22h où? Ouais, franchement. Où? Ouais, nulle part. Où? Tu demandes à ta fille de 16 ans de te ramener de l'argent. Elle va trouver ça comment?
Il faut aussi dire ça. Et on est passé dans cette culture de l'argent facile, qui est dramatique pour les garçons, mais de plus en plus vers les filles. Parce qu'on n'en parle pas, c'est tabou dans nos communautés, mais les hôtels à Aulnay-sous-Bois, c'est pas pour les touristes. Hein. Oui, clairement. Donc, on va arrêter. Et il y a l'influence des pères. Ce que les parents oublient, c'est qu'à l'adolescence, les personnes qui vont être le plus importantes, ce sont les pères. Or, les parents africains en France ne fréquentent que des minables, pardonnez-moi de l'expression, mais on est le fruit de son environnement. Tu veux pas évoluer, tu suis que des gens qui veulent pas évoluer comme toi, et dès que quelqu'un essaye d'évoluer, tu dis qu'il est blanc. Depuis quand l'excellence et la rigueur sont blanches? Ouais, franchement. Bah, justement, ça rejoint le fait que vous disiez qu'il y a une certaine méconnaissance de nos cultures, parce que quand on connaît bien nos cultures et les cultures de notre pays, on sait que l'excellence, bah, dans la plupart des pays africains, c'est quand même une base, quoi. Mais c'est la base de tout. Ma grand-mère, mes grands-mères, moi je viens d'une famille, notamment du côté de ma mère, où on a, parce que mon grand-père était dans l'armée et il a été lâchement assassiné. On sait très bien les régimes dans lesquels, d'où on vient. Et donc mes grand-mères, elle vendait du tabac au marché. Ma grand-mère, qui, d'ailleurs je les ai enregistrées, elle a eu ma mère à 15 ans. Et elle vendait les arachides. C'est à la rue. La vendeuse de beignets, pour moi, c'est le modèle même de l'entrepreneur. Sont des battantes. Avec ça, elles envoient les enfants à l'école, etc. Aujourd'hui, je vois des jeunes filles qui sont là, oui, je veux la soft life, je vais aller dans un bar, rencontrer quelqu'un. Je dis, girl, t'as un BTS action commerciale, tu fais rien de ta vie, tu passes plus de temps à fixer ta wig qu'à essayer de trouver le moyen de improve. Et quand on regarde, quand j'étais petite, en tant qu'enfant noir, le boulanger, le bar tabac, c'est des choses où il n'y avait pas de minorité. Mais regardez aujourd'hui les Maghrébins, regardez aujourd'hui les Asiatiques. Nous, on n'a pas de cordonnier. On n'a pas de ceci. Ils arrêtent, oui, on oriente tous nos enfants. On n'oriente pas tes enfants. Arrêtez. Je suis enseignante. J'ai pas une horde d'enfants qui ont 20 sur 20 et qu'on oriente. Tu vis dans le 9-3. Je caricature. Tu es en zone d'éducation prioritaire. Tous les enfants majoritairement viennent de chez nous, entre guillemets, de minorités. Et on n'oriente pas 100% de l'établissement. Pourquoi ton enfant, on l'a orienté? Et là, je fais souvent des lives sur TikTok, et notamment au mois de juin, j'ai plein de parents qui appellent, oui, on va orienter mon enfant, etc. C'est injuste. Et après, il a quelle note? 7, 8. C'est pas parce qu'il est noir, c'est qu'il est nul. C'est qu'il est nul. Et en plus, ce qui est dangereux, c'est qu'on a baissé le threshold. On surnote aujourd'hui. On surnote massivement. Je suis prof. Et donc, je suis face à ces gens qui font rien, qui sont pas derrière leurs enfants, qui font pas les devoirs. Après, ils disent oui, ceux qui viennent d'Afrique, qui nous respectent pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a à respecter chez toi? Tu es là, les garçons notamment, les contours, les machins, même dans le trafic de produits stupéfiants, c'est même pas vous les chefs. Vous vous faites contrôler par d'autres. J'ai grandi dans une cité. Qui faisait pipi dans les halls d'escalier? Pourquoi la police, on appelait... Enfin, il faut remettre les choses en place. Et appeler à la discipline parentale. On n'a pas d'enfants qui échouent. C'est pas la France qui fait échouer les enfants, ce sont les parents qui font échouer leurs enfants. C'est vrai. Là, du coup, vous évoquiez le niveau d'investissement qui est souvent médiocre des parents africains dans l'éducation de leurs enfants. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner sur les points sur lesquels ils sont censés axer leur éducation personnelle avant de pouvoir la transmettre à leurs enfants? D'abord, on fait les enfants qu'on peut assumer. Et mariez-vous. Je suis désolée, la sous-culture baby mama, là, vous allez m'arrêter ça. Vous allez contrôler votre sexualité, vous allez arrêter de faire des enfants comme si vous étiez des animaux et rétablir la famille. Déjà, on éduque un enfant dans un cadre familial. Je veux pas juger parce qu'après, on me dit oui, come on.
Dans quel village tu peux avoir 3 pères différents, 5 enfants, c'est toi, homme? Comment vous voulez qu'on respecte les hommes noirs quand ils ont 1, 2, 3 enfants? Et on le voit bien, plus la famille est un socle solide, plus les enfants réussissent. Ouais. Tu viens pas ici, t'as ta femme au village, au Mali, et t'as ta copine, tes copines que tu payes, c'est pas ça. Oui. Un père, c'est d'abord quelqu'un qui est là. Qui influe, qui montre l'autorité. Et mesdames, une vraie mère, parce que vous savez être des femmes, mais vous savez pas être des mères. Ouais. Vous savez donner la vie, mais vous savez pas être des mères. Vous êtes violente dans l'éducation de vos enfants. Les pères sont absents. C'est même pire que la violence, ce qui est une violence en soi. Mais les mamans, je vous reproche souvent d'être très violente avec vos mots et de rester sur la superficialité de la parentalité. Son enfant, on est en début d'année, là tu le bénis, tu t'assois, tu parles, tu envoies des bonnes ondes, tu lui dis parce que tu attends. Mais tu dois, au-delà de ce que tu attends, tu dois être l'exemple de ça. Oui. Dis, tu n'as pas besoin d'avoir fait un bac +5, mais montre-lui que ce qu'il fait la majorité du temps est important. Et la majorité du temps d'un enfant, c'est à l'école. Pourquoi tu y vas pas? Pourquoi tu attends qu'il y ait des problèmes? J'ai été le seul... Vous savez, c'est quoi être un enseignant noir ici? On en voit rarement, j'en ai jamais. Vous savez la douleur que j'ai et la honte, souvent? Ouais. Non, mais Nathalie, en fait, les parents africains, ils viennent jamais. C'est pourquoi? Et après, vous avez... Oui, on oriente... Non, t'es jamais là. Viens nous parler de tes difficultés. Moi, j'enseigne à 1h30 de mon de mon lieu de domicile. Combien de fois j'appelle des mamans, souvent des mamans seules. Oui, et je suis pas en ZEP, hein. Je suis pas en zone d'éducation, en REP+ aujourd'hui. Et j'appelle des mamans, oui, je travaille de nuit et tout. Ok, quand est-ce que vous êtes disponible? Il y a des samedis, je me suis retrouvée à attendre toute la matinée. On ouvre le lycée pour moi. Le gardien est là, il m'ouvre parce que j'ai un rendez-vous parent, le parent vient pas. Il appelle pas. Ou quand il me voit, ah, ma sœur. Non, je suis pas ta sœur. Est-ce que si on était à Abidjan, à Yaoundé ou ailleurs, je serais ta sœur? Non. Pas. Je suis une enseignante, je suis une professionnelle. Il n'y a pas de délégation d'autorité parentale. Après, vous dites oui. Si tu n'es pas là, forcément l'institution prend sa place, que tu sois blanc, noir, jaune ou vert. Et notamment, les communautés que je vois présentes à l'école et qui, au départ, avaient les mêmes problématiques, les maghrébines en l'occurrence, une maman maghrébine, elle comprend rien. Les mamans traditionnelles, elle comprend pas le français, mais elle est là. Elle est à toutes les réunions. Qu'est-ce que ça renvoie à l'enfant? L'importance de l'école, quoi. Oui. Un enfant, je rigolais avec une collègue, on sait par exemple pour les enfants maghrébins, la maman elle défend toujours son enfant, quoi qu'il arrive. Mais quand tu as un gros problème, tu appelles soit le grand frère, soit le papa. Et je peux te dire que là, il débarque 5 minutes après. Non? Oui, j'ai pas le temps, dites-moi ce qu'il y a. Et quand il va venir en colère, genre, comment tu as fait que je me déplace ici? Donc, et quand il y en a un qui réussit, il y a en plus de la jalousie. Et souvent, ceux qui réussissent, qui ont grandi ici, soit c'est parce que malheureusement, on les appelle les bounty, tu t'éloignes un peu de la communauté, tu restes avec des gens qui sont ambitieux comme toi, ou en tout cas tu vis caché. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de jalousie dans nos communautés. Ça, il faut... Non. Ils disent jaloux, oui, tu as beaucoup de chance. Non, j'ai pas beaucoup de chance. Je travaille. C'est du travail, Et est-ce que vous arrivez à expliquer la différence, enfin comment se crée la différence entre l'excellence scolaire qui est prônée en Afrique, donc sur le continent, parce que le parent ait fait l'école ou pas, une fois qu'il envoie son enfant à l'école, l'enfant doit réussir obligatoirement. Et en France, une fois qu'ils arrivent en France, enfin les parents en général, ils ont plus du tout la même vision des choses. Ils vont pas du tout chercher à suivre l'enfant à l'école, à voir s'il travaille bien et à
et aller chercher l'information surtout qui lui permettra de savoir quels sont les cursus les plus adaptés à son enfant. Alors, ce qu'on a tendance à faire, c'est globaliser l'immigration africaine. Oui. Cette immigration africaine, elle a beaucoup changé. Comme je vous ai dit, moi, je viens d'une immigration lettrée, Oui. et notamment, y compris dans les pays où cette immigration était lettrée, elle a beaucoup changé. Oui. L'immigration ivoirienne, aujourd'hui, c'est une immigration majoritairement de personnes non lettrées. Oui. Donc, ces personnes-là, même dans le pays d'origine, Oui. c'était déjà des personnes qui étaient loin de l'école, loin du savoir et loin de la connaissance. L'immigration camerounaise d'aujourd'hui, c'est une immigration illettrée, quasiment. Oui. Donc, ce ne sont pas des parents, même dans le contexte africain, qui étaient déjà dans l'excellence. Ok. Donc, quand on voit, et notamment une certaine élite éducative sénégalaise, camerounaise, ivoirienne, regardez bien. Oui. Papa était déjà médecin ou autre. L'exception, c'est ceux qui viennent. Moi, je viens d'une famille pauvre. Ma famille a tout fait pour que je vienne, etc. Oui. Donc, quand elle vient d'une famille non lettrée, il y avait déjà la discipline de penser que l'école, c'est un outil pour s'en sortir, y compris en Afrique. Et donc être parent, quand vous n'avez pas fait ce travail sur vous, de dire la situation dans laquelle je me trouve a impliqué ça, et le fait d'avoir, moi, les enfants, comment tu peux aimer un enfant qui est né dans des conditions comme ça ? Un projet d'enfant qui est fait pour une carte de séjour. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien regarder de qui je parle et comment je parle. Parce que quand je vais prendre des enfants de médecins, des enfants, même si un enseignant en Afrique gagne rien, mais il n'en demeure pas moins que la discipline, c'est pas de l'argent. Et le capital culturel. Exactement. On va revenir à Bourdieu basique, mais Bourdieu a son importance partout. Il n'existe pas de société où il n'y a pas de rang. C'est ça que les gens comprennent pas. Quand ils sont là, oui et non, je dis mais non. Dans quel village, toi, pauvre gars, tu vas aller épouser la fille du chef ? T'es quoi ? T'es le plus grand chasseur, tu viens de la lignée d'où, etc. Et ça, on oublie, c'est nos cultures. C'est nos cultures. Donc, moi, je ne peux pas me lever. Chez moi, je suis une Ngwanetenga. Moi, je viens d'une certaine famille, donc n'importe qui ne peut pas venir se tenir devant moi. Et ce rang-là, il n'est pas forcément lié à l'argent. Et puis après, il y a tout la dimension capitaliste qui fait que les gens ne comprennent pas grand-chose. Du coup, vous avez quand même pas mal évoqué la notion de la culture, en fait, donc comme fondement de l'identité pour pouvoir se présenter au monde, comme vous l'avez si justement bien dit. Et donc, du coup, moi, j'aimerais savoir comment, en fait, vous accompagnez un enfant ou un adolescent dans la construction de son identité biculturelle, déjà que, comme vous l'avez dit, ce qu'on pense connaître de l'Afrique, parfois c'est caricaturé, parfois c'est très superficiel. Donc, finalement... en fait, comment on... La culture, ça s'acquiert déjà d'une en respectant les anciens. Qui parle encore réellement ? Et quels anciens ? La culture de l'oralité, c'est... Ben oui, mais il n'y a pas que la culture de l'oralité. Je suis désolée, on a tellement écrit. Il y a tellement il y a les musées. Attends, si vous allez au musée, le musée du Quai Branly, le musée de l'immigration, il n'y a jamais de noirs. Oui, on parle jamais de nous, on parle jamais de... Mais t'es jamais là quand on parle de toi. Combien, là, je parlais la semaine dernière, je faisais une vidéo à l'adresse de parents, je dis, vous lisez pas, c'est ça votre problème. Vous dites, oui, mais mon fils, il lit pas. Je dis, mais toi, non plus, tu lis pas. Comment tu veux que ton fils lit ? Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, il y a une étude qui montre que les enfants, quelle que soit toute origine confondue, lisent pas et ont de moins en moins de vocabulaire parce que les parents sont trop fatigués à lire. Blanc, noir, jaune, vert. Ils lisent plus. Par exemple, moi, quand j'ai décidé d'avoir un enfant, son papa et moi, on était très alignés sur quelque chose. Premièrement, que des jouets noirs. La construction de l'identité, en plus, on est très coloriste. On oublie ça. Moi, je suis avec un homme qui est très noir. Et dans ma famille, c'est « Ah, qui est ? Il est noir hein !» Et ma fille qui naît dit « Ah, heureusement que vous avez l'argent. » Bah oui.
Parce que ça, on oublie. Mm, 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 Votre destin en tant que femme noire est différent si vous êtes une femme noire claire, que vous êtes une femme noire foncée. Ma fille, elle est foncée. Oui. Mais cette remarque par rapport à sa carnation, elle ne vient que de noir. Oui, clairement. Les autres s'en foutent totalement. Ouais. Ils font pas la différence entre les différentes nuances, quoi. Elle a un nom africain qu'elle a présenté. En plus, on a vécu dans plein de pays. La première chose qu'elle faisait, et c'est souvent un sujet de conversation. Ton nom, il vient d'où? Oui, c'est telle reine et ceci, etc. Elle a présenté. Il y a un livre. En plus, c'est une des rares statues au Louvre d'elle. Et elle a passé sa vie à présenter son prénom partout. Oui. Et la culture, c'est y compris chez nous. Tu t'assois, t'écoutes, tu vas chercher. Oui. C'est où il y a une culture qui tombe du ciel. Ça n'existe pas. Oui, une culture, ça se vit, elle évolue en plus. Mais le fait est que les Africains, je ne suis pas sûre qu'ils aiment l'Afrique, la vraie Afrique. Oui. L'Afrique qui nécessite du travail. Si vous allez en Asie, mon dernier voyage, là, c'était en Corée du Sud. Oh non, mais mon Dieu. Mais ces gens, n'oublions pas qu'il y a 30 ans, ils crevaient la dalle. Oui, oui. Ces gens, les musées, moi j'adore les musées. Alors non, j'étais là, je dis non, mais c'est pas possible. Ils ont fait en sorte, et que des donateurs privés, d'aller chercher, de mettre à l'honneur. Il n'y a que nous qui pouvons mettre à l'honneur la culture africaine. Qui va le faire? Il n'en va pas. J'entends souvent, on parle pas du Congo, on parle pas. Mais pourquoi tu veux que les gens parlent du Congo? C'est toi qui es congolais. Au lieu de me dire on parle pas, dis-moi. Moi je connais pas, je suis pas congolaise. Raconte-moi. Qu'est-ce que je dois savoir sur le Congo? Qu'est-ce que je dois savoir? Ils savent pas, hein. Bah oui, les Kémites, t'arrêtes pas de me dire, je vais pas me faire d'amis. Les Kémites, oui, on vient du... Je dis, mais girl, boy, c'était des ingénieurs. Ouais. Toi, tu es au RSA et tu fumes un joint dans le quartier. Je suis désolée, lire Cheikh Anta Diop, qui est docteur, cher Anta Diop, c'est un travail. Toi, tu fais quel travail? Tu portes un kenté, tu vas, oui, les filles, vous avez des faux cheveux. Je te signale que les perruques, elles sont de l'Égypte antique. Et que dans plein de cultures africaines, notamment le fait de se maquiller, etc., la beauté, l'esthétique du corps, elle est inhérente à nos cultures. Donc, je suis désolée, tu connais rien. Et donc, l'idée de penser que forcément, dans chaque Africain, il y a de l'intelligence et de la grandeur, je ne suis pas sûre. Et je pense que pour réussir, vous êtes toutes les deux à Dauphine. Je suis désolée, ce n'est pas tout le monde qui rentre à Dauphine, africain ou pas africain. Donc, vous avez fait montre de stratégie, de travail et d'ambition. Et ça, c'est pas le propre de tout le monde. Tout le monde, y compris dans l'écosystème africain, n'est pas fait pour être un roi. Non, oui, queen. Non, t'es pas une queen. Clairement. T'es pas une queen. Tu bosses pas, tu fais rien, tu vas pas marquer l'histoire. Et à un moment donné, chaque parent doit se dire qui je porte. C'est quel enfant, là? Et on le savait avant, parce que quand il y avait les oracles, etc., on disait, lui, ça va être ça, lui, ça va être ça. Mais t'es pas le parent d'un roi, c'est pas le parent du balayeur. Ça exige de toi. Moi, ma fille, je n'ai qu'un enfant, mais notre fille, par les besoins qu'elle a exprimés, elle a emmené un travail supplémentaire de nous en tant que parents. Mais quand j'entends des choses, oui, t'as de la chance, ton enfant est facile. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, Mais du coup, en quelque sorte, c'est un cercle vertueux dans le sens où vous êtes enrichi pour enrichir votre fille et votre fille, par cet enrichissement, elle vous enrichit aussi et ainsi de suite, quoi. Mais totalement. Je pense que vous n'êtes peut-être pas parent, mais je pense que vraiment, chaque parent va vous dire qu'il naît. Quand vous devenez parent, vous naissez. Rien ne vous prépare à la parentalité. Déjà, quand vous êtes enceinte, quand vous êtes une femme, vous avez cet enfant qui parle, qui communique avec vous. Mais là, quand elle est sortie, avec tout, enfin moi j'ai la dimension
spirituelle est importante, Oui. vous rendez bien compte que vous portez une vie. Elle vous appartient pas. Oui. Mais les responsabilités qui sont les vôtres sont immenses. Oui. Et donc, forcément, ça nécessite de vous élever. Oui. Donc, en général, on le voit bien, ceux qui sont parents, ils gagnent en ambition. Oui. Ils ont envie de... Non, il faut que je vais trouver un deuxième travail. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Parce que la parentalité, telle quand vous l'embrassez pleinement, un autre travail. C'est un gros travail, hein, Bah franchement. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment conscient quand on fait l'enfant, quoi. Du coup, tout à l'heure, vous parliez des prénoms africains. Vous avez écrit le guide des prénoms africains. Pourquoi est-ce que ça vous tenait tant à cœur ? En fait, déjà, premièrement, les prénoms africains n'existent pas. On a des noms, mais par souci de compréhension, j'ai appelé le guide des prénoms africains. Mais en fait, c'est le guide des noms africains. Et c'est quoi la différence entre les deux ? Parce qu'en fait, nous, on avait des noms. Oui. On n'avait pas le prénom, c'est avec justement la colonisation, l'instauration des états civils et les différentes colonisations, parce qu'on ne parle pas souvent de la traite arabo-musulmane et ce qu'elle a apporté également dans l'héritage des noms. Oui. Chez nous, dans l'autre partie non arabisée, c'est qu'en fait, on avait des noms. Oui. Et ces noms-là traduisaient une histoire, une personnalité, et on avait des traditions spirituelles particulières. Oui. Et donc, pour moi, c'était important. J'ai un enfant qui est Yoruba. En l'occurrence, c'était plus simple d'accéder à ce patrimoine-là. Et donc, quand j'ai commencé, je me suis juste intéressée comme ça. Je commençais à collecter, parler. Et chaque fois que je rencontrais quelqu'un avec un nom que je trouvais intéressant, je me disais, mais ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Comment ça se fait que tu ne sais pas ? Et donc, la grand-mère, le grand-père, le tonton, la tata. Et je me suis retrouvée avec... j'avais plein de carnets comme ça. Et une amie tombe enceinte et elle me dit « Ah, mais Nathalie, tu as plein de noms. Je voudrais un nom africain. » Et puis, je lui envoie un fichier de plus de 150 pages. Elle dit « Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Tu vas me faire un livre. C'est pas normal. » Et en fait, j'ai fait comme ça à compte d'auteur. Et il a grossi. Il fait plus de 500 pages aujourd'hui. Et encore, c'est parce que je peux pas tout mettre. Je suis limitée sur Amazon. Et en fait, tous les jours, je rencontre encore plein de choses. Et il a 25 ans, je le signale. Et quand j'ai commencé, j'étais ah oui, c'est n'importe quoi, machin, blablabla. Bla. Et il y avait plein de gens qui critiquaient, non, il n'y a pas ceci, cela. Je dis, mais ils sont où les vôtres ? Il n'y en a pas. Et c'est honteux qu'il n'y ait pas d'autres ouvrages de ce type-là, parce qu'en plus, moi, c'est pas mon activité, c'est juste un truc comme ça, mais je me rends compte aujourd'hui, et je sais qui l'achète. Ce sont des femmes blanches qui sont avec des hommes noirs. C'est eux mes lecteurs. Et vous savez pourquoi ? Parce que parce qu'elles m'écrivent parfois, c'est que je suis face à des personnes qui ont vraiment, qui sont dans des couples avec des hommes qu'elles aiment. Et donc, ce qu'elles aiment aussi, c'est leur culture, leur différence. Et c'est souvent ça que beaucoup d'Africains oublient, c'est que les autres, ils veulent juste vous, authentique. Et on respecte l'Africain authentique. C'est cet Africain un peu perdu, qui ne sait rien. Il y a une question qui, quand on dit « tu viens d'où ?» il y a plein de gens qui sont offensés. Comment je peux entrer en communion avec toi ? Moi, j'adore les fleurs. J'étais chez le fleuriste. Le fleuriste avait un accent. Je dis, oh là là, vous avez un joli accent, monsieur. Et je suis brésilienne. Et on commence à parler comme ça, et puis, et la musique et tout. Mais mon origine, c'est moi. Oui, clairement. Oui, je suis française. Mais je suis pas une Française reblochon. Non, mais c'est vrai. J'ai pas honte d'être camerounaise. Ma fille, quand elle se présente quelque part, là, elle est à Singapour, on a vécu en... Oui, je suis française. Ça veut rien dire. Je suis française, d'origine camerounaise, togolaise, béninoise. Voilà qui elle est. Mon grand-père est ça, ma grand-mère est ça, mon grand-grand-père. Quand je suis allée à Sokodé, le village de son père, pour la première fois, j'ai dit son nom, et je ne savais pas que dans cette famille-là, sa famille avait œuvré beaucoup et tout. Je vois toutes les dames, j'étais au marché, elles se mettent à genoux.
Ouais. parce que j'avais porté leur héritière. Ouais. Je sais pas comment. Et donc, on est souvent sur des faux problèmes. Ouais. J'ai dit, oui, j'étais dans tel restaurant, on m'a pas accepté parce que je suis noire. Je dis, mais en fait, on t'a pas accepté parce que toi-même, tu t'acceptes pas. Ouais. Je suis allée dans tellement d'endroits, je suis toujours en basket, blablabla, j'arrive, et puis quelqu'un m'assoit près des toilettes, toi tu es là. Oui, je vais filmer. On m'a assis, je dis, c'est quoi, c'est jusqu'au bout et après tu fais une story time. Mais non, en fait, je dis, non, tu te lèves, tu te fais respecter, tu t'en vas. Mais c'est ça. Gagne ton euro-respect. Il y a Madame Kébé qui est devenue après députée. Quand elles ont fait la grève là, c'est que nos mamans. Il y avait qui Qui est allé une fois au piquet de grève? C'était des Européens. C'était pas des Noirs. Donc, je sais pas, il y a cet appel à la souffrance. Ils adorent ça. C'est presque... Je dois avoir souffert. J'ai été sélectionnée pour un programme d'HEC pour les femmes entrepreneurs. Il y avait une femme, des femmes africaines. Et à un moment donné, elle dit « Ah, mais j'ai appris que tu as vécu au Japon. » Et la question... c'est comment le Japon en tant que femme noire? J'ai vécu au Japon. Mon enfant y a eu le baccalauréat. J'ai vécu Pourquoi tu me demandes pas c'est comment le Japon? Soit dit en passant, mon oncle y a été ambassadeur. Donc, je dis, mais c'est quoi cette question idiote? On est en 2025. Tu me demandes pas est-ce que le pays est beau? Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce que machin? Tu me demandes... Non. Et d'ailleurs, soit dit en passant, je me suis jamais autant sentie africaine que quand je suis en Asie. Ah oui, là-bas, franchement. Ben oui, mais parce que ce sont nos cousins et on le voit partout. Rester un peu avec des grands-mères et des grands-mères et des grands-pères au Bhoutan, au fin fond de nulle part, à la frontière avec l'Inde. Il y avait cette école, parce que moi, je mettais en place le service d'accompagnement pour les jeunes. Et il y a cette école... où il y avait Lumumba et tout. Je dis, mais qui a emmené ces trucs-là? Non. Tu peux pas être en même temps dire tu es la base de tout et ignorer que tu es la base de tout. Et il y a ce truc de cultural appropriation. Il y a plein de gens qui sont là, oui, c'est de la cultural appropriation, ils nous ont volé ceci. Je dis, mais est-ce que tu es débile à ce point-là? Par exemple, 30% de la population philippine est noire. Autochtone noire. J'ai fait mon travail de recherche sur West Papua, une province d'Indonésie. Les gens sont comme nous. On dirait des Congolais. Et d'ailleurs, ils sont totalement discriminés. C'est un génocide qui a lieu à West Papua et personne n'en parle. Les Fidji. Vous savez que Fidji, il y a quasiment tous les 3 ans, il y a un coup d'État militaire. Pourquoi il y a un coup d'État? Parce qu'en fait, la majorité de la population, elle est comme nous, cheveux crépus, on mange le manioc, ce sont des Noirs. C'est pas cette espèce d'ondulation métisse et tout et tout. Même moi, quand je suis allée, j'ai été surprise. Non. Mais comme les Africains ne connaissent même pas leur culture et leurs cousins, donc tu vas voir des Philippins, Est-ce qu'on sait qu'il y a une population africaine autochtone à Gaza qui, avant même, est traitée dans les quartiers qu'on appelle esclaves par les Arabes. Donc, quand je vois beaucoup de personnes, on n'a pas besoin d'aller loin. Le Maroc. Le Maghreb, il y a une population autochtone. Noire, qui est très discriminée jusqu'à présent. Qui n'avait pas accès à l'éducation. Au Maroc, par exemple, il y a eu des changements parce qu'on sait que la mère d'Hassan II était métisse ou totalement noire. On n'a jamais eu... Mais on sait que beaucoup de choses ont changé. Et donc, quand je dis que c'est fondamental de retourner à son histoire, ça va changer complètement le prisme. Quand tu sais que tu es totalement légitime en Asie, pour toi, aller postuler à l'université d'Hong Kong, c'est normal. Par exemple, Okinawa, au Japon, on sait qu'ils sont discriminés. C'est là, notamment, qu'on a installé les bases militaires américaines, parce que ce sont les plus noirs. Donc, quand tu connais pas
tu vas écouter Nicki Minaj ou je sais pas qui va te dire cultural appropriation. C'est quand la dernière fois que tu as lu quelque chose et que tu n'as pas passé 15 secondes sur TikTok? Ouais. Faut se remettre en question. Et il y a aussi beaucoup de questions sur l'estime de soi. Bah oui, c'est pour ça que vous postulez à Dauphine et que la majorité, on doit les convaincre de postuler. On va me discriminer. Non, t'as 12. Ouais. T'as pas été pris parce que t'as 12. Il n'y a pas un algorithme qui a dit non. Il y a un threshold sur Parcoursup. On va regarder notamment, t'as 12 de moyenne en maths, tu vas aller où? Ouais. Bah ça encore, c'est une chose, mais ce que je trouve le plus dommage, c'est ceux qui ont des très bonnes notes et dans des bons établissements, mais qui vont s'auto-discriminer et se dire je vais pas y aller parce que je suis noire, j'ai peur de pas avoir les codes, de pouvoir m'intégrer et tout ça. D'où l'intérêt d'avoir un écosystème, et notamment, je dis aux parents, soyez avec des gens ambitieux. Laissez pas vos enfants avec n'importe qui. C'est NTM qui disait « laisse pas traîner ton fils », laisse pas non plus traîner ta fille. C'est-à-dire que quand on est dans un environnement où l'excellence est la norme, on devient excellent. Et je dis toujours à mes élèves, je dis non mais chez moi on joue en Champions League. Tes trucs de deuxième division, là tu vas ailleurs. Donc tu te mets au pas et tu bosses. Et forcément, tu peux pas être dans un bon établissement et être wesh, ça matche pas. Clairement. Mais du coup, en fait, votre expertise, justement, elle porte quand même assez largement sur l'excellence académique et l'accès aux institutions d'élite. Mais en fait, d'après ce que moi, vous me dites, en fait, je me demande comment vous arrivez à expliquer aux personnes que vous suivez comment justement elle doit faire l'arbitrage entre tout ce qui est relié avec son histoire, connaître sa culture, histoire de ne pas passer pour un débile, pour quelqu'un de superficiel, et comment en même temps se conformer justement aux codes, aux standards qui sont plutôt occidentaux dans justement ces environnements d'élite. Parce que la majorité de mes clients ne sont pas noirs. Ah. Il faut être clair. Et quand ils sont noirs, ils sont en Afrique. Ils ont un revenu disponible. Pour eux, c'est important. Et même quand ils n'ont pas d'argent, ils mettent plus d'argent. C'est malheureux. Je vous disais que juste avant d'arriver, j'avais un entretien donc avec un établissement en Côte d'Ivoire. Les parents sont à la recherche. Eux, ils savent que c'est comme ça. Il n'y a pas un marché, il n'y a pas de RSA. Non, parce que tout le monde dit qu'ils ne veulent pas, mais il n'y a pas cette soupape de sécurité. Et donc, le problème de l'Africain ici, et notamment des médiocres, c'est qu'ils pensent qu'ils sont en sécurité. Et notamment, ce que j'essaye d'expliquer à beaucoup, c'est qu'en fait, vous allez être la première génération qui va vieillir ici. Vous irez nulle part. Même en Afrique, vous n'aurez même pas l'argent. Vos enfants ne trouveront pas de travail là-bas parce qu'ils sont nuls partout. Le problème, c'est que quand on se forme à l'excellence, on est formé pour être partout dans le monde. Vous arrêtez pas de regarder ceux qui ont réussi, mais c'est des produits finis. Qu'est-ce qui fait ça? Moi, aujourd'hui, les gens qui me contactent, c'est majoritairement des Blancs. J'ai des clients japonais. Quand tu vas aller à Wharton, tu n'es pas en train de te demander c'est quoi ma couleur. Tu vas jouer, ton origine va jouer en fonction, tu sais qu'il y a des profils de classe. Tu sais que dans mon application, je vais aussi rajouter que je suis machin, etc. Mais tu sais que avant tout, le threshold, c'est l'excellence. Et le problème aujourd'hui, c'est que y a beaucoup de parents noirs qui sont pas juste formés à l'excellence. Donc, ils viennent pas me voir. Et en plus, ils aiment pas payer une femme noire. Ils préfèrent aller voir des gens médiocres qui leur mentent. Et en plus, c'est un marché qui s'est beaucoup développé, notamment parce que l'IA a totalement détruit le marché des cours particuliers. Et donc, pour les pauvres, parce qu'il y a vraiment une dimension, les riches ne prennent pas des cours particuliers pour des difficultés, ils prennent des cours particuliers pour être meilleurs. Les pauvres, ils prenaient pour les difficultés. Le petit Kevin, c'est un prénom de pauvre, Kevin. Kevin, il n'arrive pas à faire ses devoirs, donc on prend un peu d'Academia ou d'autres. Et maintenant, ce client-là, il a l'IA. Il utilise ChatGPT comme Google. Le prompt engineering, tu oublies. Et donc, et puis il y a le faux snobisme.
Oui. Je suis tranquille, j'ai un CDI. Et l'arrogance de certains parents, pensez que tu as 2000 balles, vous avez tous les deux, vous êtes à 4000, 5000 à deux, vous pensez que vous avez réussi. Oui, parce que tu regardes que les gens d'à côté de toi. Ouais. Et beaucoup d'Africains, d'afro-descendants, n'ont pas de véritablement d'amis d'autres origines. Oui. Ils savent pas. Ils sont au travail, ils reviennent. J'ai rien contre le mafieux, mais c'est pas. Et même pour évoluer dans l'entreprise, il faut que tu comprennes. Oui, j'ai pas eu de promotion parce que t'as pas de promotion parce que t'as pas de relation avec les gens. Oui. Tu vas être manager de qui? Clairement. On voit dans les entreprises que clairement les liens avec les autres sont des fois plus importants que les hard skills, quoi. T'as pas de elevator speech, tu t'es jamais là à la cantine, tu vas pas. Quand il y a un after work, non, je préfère. Moi, j'aime pas les choses des blancs parce qu'on date. Girl, tu vas être manager de qui? Mais par contre, tu vas aller, alors que tu as 2000 €, tu vas dépenser dans un bar, boire du ruinard avec tes copines. Ça, c'est des trucs totalement de noirs. Et même dans certains environnements éducatifs, j'ai vu la manière dont certains étudiants noirs se comportaient. Je dis, mais ils n'ont pas de potes. T'es dans toute une promo. Et dans des écoles, hein. Ils n'ont pas de potes de leurs écoles. Oui, on a fait des exposés ensemble, mais tu n'as pas de relation avec eux. C'est quoi le réseau? Parce qu'on parle tout le temps de réseau. Un réseau, ça se construit au travers de relations interpersonnelles. Et les soft skills, il y a des gens qui ne se sentent bien, y compris dans les grandes écoles, qu'avec des gens qui leur ressemblent. J'ai dit, mais on est 4. Qui va t'aider à progresser? Clairement. Moi, et en tant que parent, et notamment ce que j'explique, et notamment quand je faisais les lives, je dis, je suis obligée de donner de l'information parce que dans les environnements où est ma fille, elle est toujours la seule noire. Ce n'est c'est pas bien. Ce n'est pas. Et il y a des noirs, par contre, qui sont contents d'être le seul noir. Je dis, mais t'as rien compris, Gérard. Quand il y aura un problème, il y aura personne avec toi. Les autres, ils progressent en masse. Donc, quand je viens vous m'invitez, je viens parce qu'il y a une nécessité d'être nombreux. Que le message passe. Je suis ravie de voir de jeunes filles comme vous, mais il en faut plus. Et vous le voyez bien, dans votre promo, vous êtes combien? Vous vous regardez comme ça? Oui, on se regarde, on se reconnaît tous. Oui. Mais c'est comme ça partout. Et donc là, nous, on n'a pas compris. Tu es là en train de jalouser les gens, mais on est nulle part. On n'a pas on peut pas avoir le privilège de pas se dominer. Ma fille, elle était dans un programme de leadership. Et c'était une nana, sa mentor, une nana métisse qui est dans un grand groupe, qui lui dit, ta vraie difficulté, parce qu'elle veut être 6-8, elle est très ambitieuse, et il lui dit, le problème c'est que tu vas devoir te trouver des alliés. Et toi, contrairement aux Indiens, aux autres, etc., t'as pas d'alliés. T'as pas d'alliés. Et les alliances se font aussi identitairement. Clairement. C'est comme ça. Et c'est pour ça que les Nigérians réussissent. Parce que eux, être Nigérian, c'est être partout. J'ai vécu en Grande-Bretagne, tu blagues pas. Ils se voient, les enfants se voient, il y a les cours particuliers, tout est fait pour garder the Nigerian identity. Et on n'a pas ça en France. On l'a clairement pas. On l'a pas. Et puis, on est tellement médiocre que tu as peur aussi quand tu as un enfant. Quand ton enfant performe, tu es obligé un peu de le sortir de la communauté, presque de le cacher. Parce qu'il y a de mauvaises influences. C'est vrai. Si vous deviez donner 3 conseils essentiels à de jeunes parents africains ou afro-descendants vivant en France aujourd'hui, quels seraient-ils? Être présent. Être présent partout, c'est-à-dire comprendre le système. Assois-toi, regarde, parle pas. Regarde juste. Et arrête de regarder les pauvres blancs. Parce qu'en fait, souvent, les gens, quand ils parlent, je sais même pas de qui ils parlent. Ça me fait les rire, blancs, ceux-ci, les blancs, ceux-ci. Non, je dis, tu regardes des pauvres. Regarde ceux qui maîtrisent le système. Ils s'orientent pas comme toi. Ils dépensent pas de l'argent comme toi. Et n'oublie jamais, comme je dis à tout le monde, repense à... C'est leur village. C'est leur village. Sur mon village, j'ai un avantage du terrain.
Déjà, si vous venez dans mon village ou si je vais dans votre village, tout le monde me connaît dans mon village. Oui. Même si ceux qui ne me connaissent pas connaissent mes ancêtres. Oui. De par votre C'est nom. la fille un tel, nanana. Donc, j'ai une protection naturelle dans mon village. Ouais. C'est partout pareil. Donc, toi, tu joues dans le village de quelqu'un et tu essayes même pas de savoir qui sont ces villageois. Ouais. Comment ils font. Comme on dit à Rome, fais comme les Romains. Bah oui. Et donc, toi, tu es, oui, je veux venir faire... C'est pas chez toi. Ouais. Et cette idée de la nationalité, ça vous confond. Oui. Tu vis... Comment tu peux passer 20 ans? T'es toujours là. Apprends. Oui. Apprends. Éteins la télé. Arrête de passer 20 ans à discuter de la polygamie, du 50-50. Ça, c'est des discussions de pauvres. Ouais, clairement. Tu arrêtes le gossip et lis. L'école, tu as des enfants, bah va à l'école. Oui. Tu n'as pas besoin... Et aujourd'hui, il y a cette lubie de l'école privée. En fait, vous dépensez beaucoup d'argent dans des écoles médiocres où il n'y a que vous. Vous êtes remplis. Clairement. Par exemple, vous êtes à Dauphine, c'est rigolo parce que j'avais ce parent qui est... je ne peux pas trop rentrer dans les... Bon, bref, il a une très bonne position, mais par exemple, il me dit non, mon enfant n'ira pas à Dauphine. Oui. Je dis, mais Dauphine, c'est qui veut faire de la finance, de marché. Et j'essaie d'expliquer que, son enfant a de très bonnes notes. J'ai dit, mais votre enfant n'est pas dans un bon établissement. Oui. Il n'était pas content. Il me dit, non, mais elle est dans un établissement privé. Je dis, c'est un établissement médiocre. Oui. H4, par exemple, c'est un établissement public. Oui. Et donc, je lui dis, stratégie Parcoursup, il faut avoir des vœux divers, notamment une licence à Dauphine, double licence. Il dit, non, pas d'université. Pas de banlieue. Alors, excusez-moi, donc si votre enfant est prêt à l'ESSEC, il ne part pas. Oui. Juan Josas, non. Ben, il ne savait même pas à quoi je faisais référence. Oui. Il répétait juste des choses qu'il avait entendues, en fait. Et donc après, il me dit... Bon, peut-être il va se reconnaître, tant pis. Il me dit, oui, mais moi, je veux qu'elle fasse une prépa, mon enfant fasse une prépa et tout. Je dis, mais... Il faut avoir une stratégie. Beaucoup de gens ont ces notes-là. Oui. Et en plus, c'est pas un lycée d'élite, donc il faut avoir une stratégie, avoir des vœux, certes. Bon, on ne sait jamais, Allah est compatissant, tout le monde est ouvert, tu peux avoir différents vœux. Et donc, il me dit, oui, mais moi, j'ai demandé à un ami, son enfant a fait une prépa, et puis à GEM. J'ai dit, mais vous visez le top 3, pourquoi vous demandez à quelqu'un qui est dans cette école? Ouais. Et il me dit, il reste là, donc il ne comprend pas. Je lui dis, mais vous visez le top 3. Ouais. Si moi, je veux jouer à je ne sais pas, le truc du basket, la NBA, je ne demande pas à quelqu'un qui joue au championnat de France de basket comment faire. Ouais. Et donc, je lui dis, écoutez, monsieur, vous me payez. C'est pas grave. Mais moi, j'essaye de vous montrer que l'excellence, ça se construit. Il existe différentes voies et dont, parmi l'excellence, il faut déjà ouvrir votre champ de l'excellence. Quand tu ne connais pas, tu te limites à 3 trucs. Et si tu n'es pas pris dans ce truc-là, finalement, tu te retrouves avec plein de gens qui sont dans les écoles de commerce. D'ailleurs, vous avez vu, les fausses écoles de commerce, elles sont remplies de noirs. Mais de noirs dont les parents ont des revenus de 2 000, 3 000, 4 000 euros, ce qui est beaucoup en France. Ouais. Les autres ne sont pas plus riches. Ouais. Tu vas rencontrer combien de jeunes noirs qui te disent « Oui, je vais tenter l'ENS » parce que leurs parents, ce n'est pas dans l'écosystème de l'excellence pour eux. Ils ne connaissent que 3 trucs. Donc, tu te retrouves avec des écoles. Ouais, le BDE, une école de commerce. Les BBS sont remplis de noirs. D'ici aussi. Ouais. Mais, et quand je leur dis qu'en fait, il n'y a pas un bon ROI là. Ouais. C'est pas bon. Regardez les gens de vos collègues. Comme vous ne parlez pas avec vos collègues, du coup, vous ne savez même pas. Ouais. Parler d'éducation, ça suppose une intimité. Ouais. Or, le problème, c'est que comme les Noirs n'ont pas suffisamment d'intimité avec les villageois, les autochtones, ils ne savent pas comment les vrais autochtones font. Et eux, ils ne dépensent pas de l'argent dans des trucs qui n'en valent pas la peine. Ce sont les pauvres
autochtones qui sont dans ces écoles-là, Oui. ou celui qui a des difficultés d'apprentissage, ou celui qui fait rien dans ces familles-là. Exactement, ouais. Donc pour conclure, si vous pouviez vous adresser directement à un enfant de la diaspora et non pas à ses parents, donc voilà un enfant qui doute aujourd'hui de sa place, de sa légitimité, voire de son potentiel, qu'est-ce que vous souhaiteriez lui dire? Tu es beau, tu es légitime, tu as toute ta place, prends-la authentiquement. Être noir, aujourd'hui, c'est être entier. C'est avoir le droit de rêver. Parce on s'autorise même plus à rêver dans nos communautés. C'est triste. Aime ce que tu aimes. T'es pas obligé d'aimer la loco, le machin. Aime ce que tu aimes. Ouais. On vient de cultures tellement riches, de cultures tellement riches. Ouais. Il nous faut des peintres, des pâtissiers, des ingénieurs, des constructeurs, des écrivains, des rêveurs. On n'a pas besoin d'un rappeur de plus. Ouais. C'était la petite boutade de la fin. Parce qu'on a fait une conférence où on avait un invité qui a dit exactement la même chose. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup, Madame Aonda, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Et pour vos conseils de qualité, que ce soit pour les parents ou pour les enfants. Et du coup, on remercie nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'ici et on vous souhaite une bonne continuation et surtout une bonne année 2026. Merci, jeune fille. Je suis ravie de voir deux filles jolies, intelligentes. Et c'est pas un défaut d'être jolie. Je suis désolée, le beauty privilege, ça compte également. Parce que je sais pas, il y a une attaque. Enfin bon, bref. Je suis ravie de vous avoir. Vous êtes brillantes et on a besoin de jeunes femmes comme vous qui montrent également l'exemple. Merci beaucoup. C'est très gentil.